Et on va y revenir en détail avec notre invité ce soir, Manuel Bompard. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous êtes numéro 2 sur cette liste de la France insoumise aux européennes. On vient de le voir, 20% en 2017, 8-9% en 2019. Comment vous l'analysez, vous, cette baisse ? D'abord, je pense qu'il faut comparer à ce qui est comparable. Aux élections présidentielles, il y avait une offre politique qui était beaucoup plus réduite. Je pense que la bonne grille de comparaison, c'est les élections législatives de 2017. Et la France insoumise avait fait 11% des voix au niveau national. Notre objectif, il reste quelques jours maintenant dans cette campagne des élections européennes, c'est de faire en sorte qu'on puisse faire davantage. Et alors la France insoumise aura progressé depuis 2 ans. Je pense que ça sera important pour l'avenir, pour offrir une alternative dans les prochaines années. C'est plus de 11%. Faire davantage que le score de la France insoumise à la dernière élection législative. Et puis, puisqu'on voit bien que le président de la République a imposé en quelque sorte ce qu'il lui appelle un duel, mais en réalité un duo, puisque ça profite aux deux, d'aller perturber ce duo, donc de passer devant la droite, de montrer qu'on n'est pas condamné à choisir entre Macron ou Le Pen et qu'il y a une autre voie possible. Votre objectif, c'est la 3e place. Donc. Bien sûr, ouais. Et c'est possible. Après, voilà, les intentions de vote, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles attestent ? Elles attestent le fait qu'aujourd'hui, l'électorat de la France insoumise est celui qui se mobilise le moins à l'élection européenne. Notamment, c'est un électorat davantage populaire qui est plus frappé par l'abstention. Donc on mène campagne en disant aux gens « Allez voter, ne laissez pas passer votre tour dimanche, c'est important d'y aller ». On ira sur le fond de votre programme dans quelques minutes. Parlons encore politique. Hier soir, Marine Le Pen n'y est pas allée de main morte. Vous l'avez probablement entendu. Elle a violemment attaqué votre parti. Alors vous l'avez entendu, mais pas forcément tout le monde. Donc on va l'écouter. Je vous fais réagir après. Attention, c'est très court. La France insoumise, qui devrait s'appeler la France islamiste. La France islamiste. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? C'est pathétique. Je pense que Mme Le Pen perd un peu son sang-froid. Je crois qu'elle se rend compte que son vernis social a éclaté, que les gens se rendent compte qu'en réalité, elle ne défend pas les préoccupations sociales, elle n'est pas favorable à la hausse du SMIC, par exemple, elle est contre la retraite à 60 ans, donc elle revient sur ses fondamentaux. Mais j'ai envie de dire que Mme Le Pen est à peu près à la France que l'islamisme est à la religion musulmane. Je voudrais quand même vous répéter les mots d'Andrea Cotarac, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, qui vient de claquer la porte de LFI pour soutenir la liste RN dans une récente interview à Braise Info. Il a expliqué son choix et il nous dit notamment ceci. Il y a une série de faits. Ils ont évincé George Kuzmanovic car ils voulaient faire une réunion pour s'interroger sur la montée de l'islamisme dans les syndicats. La députée Danielle Obono, très proche du Parti des indigènes de la République, etc., nous dit-il. On a compris que c'était évidemment là-dessus que voulait appuyer Marine Le Pen. Est-ce qu'il y a une faille ? Est-ce qu'il y a un problème sur ce point chez la France insoumise ? Non, bien sûr que non. Vous citez des noms, je pense que personne ne les connaît. Non, mais c'est des gens qui ont été chez vous. Oui, mais on les a mis beaucoup en scène aussi pour nuire à la France insoumise. Écoutez, la France insoumise est le seul mouvement politique qui a mis la laïcité au cœur de son programme et qui a les propositions les plus offensives sur le sujet. Je ne me laisserai pas donner des leçons de laïcité par Mme Le Pen. Elle-même, dans les élus, vote par exemple en faveur du financement des processions catholiques ou vote pour les subventions aux écoles privées confessionnelles. Vous voyez, elle n'a pas de leçon de laïcité à donner. La France insoumise, elle est favorable à l'application stricte de la loi de 1905, à une laïcité renforcée, étendue à l'ensemble du territoire national, c'est-à-dire contre le concordat, parce que Mme Le Pen n'est pas d'ailleurs, c'est-à-dire de faire en sorte que l'ensemble du territoire français applique les principes et les règles de la laïcité. Donc vous voyez, moi ce qui m'intéresse, c'est le fond. Et sur le fond, on n'a pas de leçon de recevoir de Mme Le Pen sur cette question-là. Autre point intéressant dans cette dernière ligne droite de la campagne, c'est le petit duel qui s'installe entre vous et le PCF. La semaine dernière, lors d'un meeting parisien, Fabien Roussel, secrétaire national, a déclaré ceci à propos de la France insoumise, et je vous le cite, « Leur donner un point, ça leur donnera un député. En revanche, la liste Yann Brossa qui est à 4%, si elle prend 1 point et atteint 5%, elle aura 4 députés. Nous, on vous offre 4 pour le prix d'un. Ce qu'il faut comprendre, en gros, c'est que le vote utile, c'est le vote communiste. Mathématiquement, c'est un peu vrai. Est-ce que vous les soutenez quand même ? Non, c'est pas vrai, en plus, mathématiquement. Mais non, mais tout ça n'a pas, honnêtement pas beaucoup d'intérêt. Moi, vous savez, je fais pas campagne avec les yeux rivés sur le Parti communiste. La France insoumise est aujourd'hui la seule force politique de gauche dans cette élection qui est en capacité de faire davantage que 10% de voix et d'aller titiller, d'aller faire en sorte de perturber le fait qu'on n'ait pas 3 nuances de droite en tête de cette élection. Voilà ce qui m'intéresse. Moi, j'ai pas envie de polémiquer avec le Parti communiste. Le Parti communiste a fait une campagne. Votre groupe une fois au Parlement européen ? C'est le groupe qui s'appelle la GUE, la Gauche Unie Européenne, et nous on a travaillé au sein d'une coalition qui s'appelle Maintenant le Peuple, avec les Espagnols de Podemos, les Portugais du Bloc de gauche, et davantage nous aurons de députés, et plus nous serons forts en Europe pour faire entendre cette voix. Bien sûr, le Parti communiste fait une belle campagne, je trouve ça très intéressant, mais l'enjeu pour nous, c'est pas de passer de 2,5 à 3%, vous voyez, c'est de faire en sorte
sorte qu'on aille percuter celles et ceux qui, aujourd'hui, sont à 20-15% et faire en sorte qu'on soit la troisième force politique. Le groupe Maintenant le Peuple, pour qu'on comprenne bien, sera un sous-groupe de ce que vous appelez le GUE, Gauche Unitaire Européenne, qui a déjà 52 députés. Voilà, la Gauche Unitaire Européenne est un groupe qui existe déjà. Nous, on a construit ce qu'on a appelé un mouvement européen qui s'appelle Maintenant le Peuple. Et bien sûr, les élus de Maintenant le Peuple siégeront au sein de ce groupe, la GUE, mais nous ferons en sorte d'être un peu le centre de gravité de ce groupe au Parlement européen pour pouvoir mener des batailles en commun. Un sous-groupe poil à gratter? Non, c'est pas un sous-groupe, c'est un groupe au contraire qui soit au cœur de cette gauche unie européenne. Mais cette gauche unie européenne, elle est traversée parfois de divergences. Et ce groupe Maintenant le Peuple, il aura une cohérence et une homogénéité politique pour mener des batailles ensemble au Parlement européen. Alors parlons de votre programme. D'abord l'écologie. Quel est-il exactement? J'ai été évidemment lire votre programme. Vous parlez d'une planification européenne, 100% d'énergie renouvelable, une PAC écologique. Expliquez-nous un peu. D'abord, il faut dire qu'il y a urgence sur le sujet. Les scientifiques nous disent vous avez 12 ans pour agir. Nos parlementaires à l'Assemblée nationale ont proposé qu'on décrète l'état d'urgence climatique, comme on l'a fait en Grande-Bretagne il n'y a pas longtemps. Donc déjà, voter pour la France Insoumise dimanche, c'est soutenir cette demande et cette revendication. Ensuite, sur le fond des propositions, nous avons proposé une directive pour introduire ce qu'on a appelé la règle verte dans les textes européens, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on ne prenne pas chaque année davantage à la planète que ce qu'elle est capable de régénérer. C'est-à-dire que l'ensemble des projets d'investissement, de subventions, de soutien financier à des projets seraient analysés maintenant à l'aune de cette question de l'urgence climatique. L'écologie devienne le référent. Le référent, c'est obligatoire. Il y a une quinzaine de jours, on a atteint ce qu'on appelle en Europe le jour du dépassement, c'est-à-dire qu'on a consommé l'ensemble des ressources que la planète est capable de produire en une année. Ça, c'est pas tenable. Ensuite, ça doit s'appuyer sur des objectifs effectivement ambitieux en termes de changement énergétique, 100% d'énergie renouvelable d'ici à 2050, sur des objectifs agricoles. Et là, la PAC est un outil intéressant. Il faut réaiguiller la PAC et les subventions de la PAC vers une agriculture qui est davantage respectueuse de l'environnement, de la santé des citoyennes et des citoyens, du bien-être animal aussi. Quand vous parlez, les gens qui nous regardent se disent oui, mais c'est pareil qu'Europe Écologie Les Verts, c'est pareil que Glucksmann. Non, je pense qu'il y a des divergences assez profondes, notamment parce que, il faut le dire, parce qu'il y a une duplicité dans cette élection, c'est que tout le monde fait semblant de ne pas être d'accord. Mais pour l'instant, ce qui se prépare demain au Parlement européen, c'est une grande coalition avec les amis de M. Macron, les amis de M. Glucksmann, les amis de M. Jadot, voire peut-être même les amis de M. Bellamy. Les discussions sont en cours. Regardez, M. Séjourné, qui est directeur de campagne de La République En Marche, a dit « Nous voulons construire demain au Parlement européen cette grande coalition ». Donc moi, je dis, M. Jadot et M. Glucksmann ont peut-être écrit ça dans leur programme, mais ils ne le feront pas avec les amis de Mme Merkel ou avec les amis de M. Juncker. Et vous ne lutterez pas, par exemple, contre la fraude et l'évasion fiscale si vous vous alliez avec le parti politique de M. Juncker, qui a été président du Luxembourg, qui est un paradis fiscal en Europe. Donc il y a un peu de duplicité dans cette campagne. Je trouve que le débat serait un peu plus honnête si chacun disait la vérité. Le bulletin de vote de la France Insoumise, c'est un bulletin de vote de la sincérité. Nous disons et nous ferons ce que nous disons. Vous insistez aussi beaucoup sur la souveraineté des peuples, d'augmenter les pouvoirs des parlements nationaux. Vous voulez, et je vous cite toujours, dégager l'oligarchie européenne. Oui, parce qu'aujourd'hui, une difficulté, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a du mal à mobiliser sur l'élection européenne, c'est que l'Union européenne s'éloigne des peuples. Et les peuples, finalement, ont le sentiment de ne pas avoir leur mot à dire. D'ailleurs, il y a une fracture dans cette histoire-là qui est 2005, quand les Français ont voté contre le traité constitutionnel européen. Donc il faut leur rendre le pouvoir au niveau européen, en donnant davantage de pouvoir au Parlement, en permettant par exemple que l'initiative citoyenne européenne, c'est-à-dire en quelque sorte le RIC européen, se traduisent ensuite par des propositions législatives, c'est pas le cas aujourd'hui, mais aussi en faisant en sorte effectivement que la Commission ne puisse pas imposer des projets de loi qui s'appliquent au peuple français sans que le peuple français, ou au moins ses représentants nationaux, aient été consultés. Donc effectivement, il faut réhabiliter le Parlement européen et les parlements nationaux, et mettre de côté les instances non élues, c'est elles qui dominent aujourd'hui en Europe, et c'est pas normal. Une petite question d'actualité, Manuel Bompard, les autorités britanniques ont ordonné tout à l'heure la liquidation de British Steel, le repreneur désigné d'Ascoval. On parle de près de 300 emplois. Le gouvernement assure que la reprise va se poursuivre. Il a l'air d'avoir un discours plutôt rassurant. Bruno Le Maire a même annoncé qu'il devrait recevoir les salariés avant la fin de semaine. Qu'est-ce que vous inspire ce dossier? Est-ce que vous croyez en la sincérité justement du gouvernement dans l'envie de sauver les salariés d'Ascoval? Non, d'abord ça m'inspire. Je pense aux salariés d'Ascoval parce qu'ils sont trimballés depuis maintenant plusieurs mois sur ça va être repris, pas repris, etc. Donc j'imagine leur douleur et leur souffrance. Ensuite, le problème, c'est que sur tous les sujets industriels, Monsieur Le Maire fait beaucoup de bruit avec sa bouche, mais il ne fait rien. Aucun acte concret. On parle de Ascoval, mais on pourrait parler de Alstom Transport qui est menacé, Alstom General Electric qui a été vendu à General Electric. Mais non. Et or, si on parle, et on parlait tout à l'heure de transition écologique, si vous voulez faire la transition écologique, vous avez besoin d'une industrie de qualité. On a besoin de métallurgie pour parler d'Ascoval si on veut préparer le 100% d'énergie renouvelable. On a besoin de sidérurgie. On a besoin de tramways, de locomotives qui sont fabriquées par Alstom. Et
Et le président de la République, son gouvernement ne pose aucun acte concret. Il faut que l'État prenne sa part et s'il le faut, procède à des nationalisations. Elles peuvent être temporaires. Il injecte de l'argent, l'État, dans ce oui, mais alors, d'accord, mais pour l'instant pas suffisamment puisque les repreneurs tombent les uns après les autres comme des mouches. Donc voilà, je trouve que sa politique en matière industrielle est une catastrophe et qu'on est en train petit à petit de dilapider tout notre savoir-faire et notre souveraineté et je trouve que c'est un grave problème. Et on va s'arrêter là. Merci infiniment, Merci Manuel à vous. Bompard, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes numéro 2 sur la liste de la France Insoumise pour ces européennes.